Hi everyone, bonjour à tous. I'm your host, Cole Stangler. Welcome to the fourth episode of What Do We Want? Conversations with the International Left. Bienvenue à notre quatrième épisode. So as you know, most of our episodes are in English. This one's going to be in French. Don't worry, if you're watching on YouTube, just click on the lower right hand of the screen to activate the subtitles. Comme vous le savez, la plupart de nos épisodes sont en anglais. Cette fois-ci, cette semaine, l'interview aura lieu exceptionnellement en français pour une très bonne raison. Je suis très heureux de vous présenter notre invitée, Lucie Castet, économiste et haut fonctionnaire. Elle est également cofondatrice du collectif Nos Services Publics qui milite pour la défense des services publics en France. Vous le connaissez sans doute pour d'autres raisons. En 2024, après la dissolution, le nouveau Front populaire l'a désignée comme candidate pour devenir première ministre. Malheureusement, Lucie Castet n'est pas devenue première ministre, mais elle reste très active en politique. Elle travaille notamment à l'organisation d'une primaire qui vise à désigner une candidature commune à gauche pour les élections présidentielles de 2027. Elle vient également d'être élue maire du 12e arrondissement de Paris sur la liste de l'Union de la gauche et des écologistes. Bonjour Lucie Castet, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors je voulais commencer avec une question que je pose à tous mes invités, qui reprend le titre de cette émission, What do we want? Donc, qu'est-ce qu'on veut en français? Donc, la question que je voulais vous poser, c'est que voulez-vous? Pourquoi vous vous battez? Je me bats pour que la gauche puisse de nouveau gouverner ce pays pour changer la vie des gens en mieux. Hmm. Donc, peut-être on va commencer avec le nouveau Front populaire, donc le NFP que j'avais mentionné dans l'introduction. Euh, Bon, finalement, donc, on vous a proposé comme candidate pour devenir première ministre. Bon, finalement, vous n'êtes pas devenu malheureusement première ministre. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, je trouve, avec ce NFP donc, qui a été créé il y a 2 ans, presque 2 ans. Il y avait quand même un consensus autour de vous qui est assez étonnant quand on regarde l'état de la gauche en France aujourd'hui. Il y avait quand même cette idée que donc, la France insoumise, le Parti socialiste, les écolos, les communistes, ben, tout le monde vous a soutenu à un moment. Donc, peut-être une première question. Pourquoi vous avez choisi vous comme candidate? C'est marrant, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée à l'été 2024, question à laquelle je répondais souvent, c'est à eux qu'il faut demander, pas à moi. Mais maintenant, si j'essaye de répondre avec un peu de recul et puis aussi parce que j'ai appris à connaître les gens qui m'ont choisi finalement, je dirais que j'ai été choisie pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Je vais commencer par les bonnes parce que c'est plus agréable de commencer par celle-là pour moi. Mais les bonnes, c'est que je pense que ils se sont reconnus dans mon combat, qui est un combat commun à tous les partis de la gauche, qui est celui de la lutte pour les services publics. Et quand on dit lutter pour les services publics, en fait, ça peut être abstrait, mais c'est pas du tout abstrait. C'est lutter pour l'éducation, pour la santé, pour une conception aussi des services publics qui est celle d'un accès universel et pas un accès qui sélectionne les citoyens usagers. Et je pense que donc ça, je pense que c'est le point commun positif qui a conduit à mon nom. Et puis les moins bonnes raisons, c'est le côté plus petit dénominateur commun et surtout le fait que je n'étais encartée dans aucun parti. Et Hmm. donc je pense que pour eux, c'était ça la clé, c'était trouver quelqu'un qui n'est pas marqué, soit qui n'est pas directement membre d'un parti, mais soit qui n'est par ailleurs pas marqué comme étant manifestement, explicitement l'émanation d'une force politique au détriment des autres. En tout cas, ça aurait été lu comme au détriment des autres. Et je pense Hmm. qu'il y avait des enjeux de pouvoir à ce moment-là entre les partis, ce qui est normal dans la vie politique. Et donc je pense que c'est pour ça qu'à la fin, mon nom n'a pas rencontré d'obstacle majeur, en tout cas. Hmm. Hmm. Donc, comme je disais, donc 2 ans plus tard, le NFP semble être en grande difficulté. Certains disent, bon, le Oui. nouveau Front populaire est plus ou moins mort aujourd'hui. Je voulais vous poser la question, déjà si vous êtes d'accord avec cette analyse, mais ensuite, qui est responsable finalement pour la mort du, Ok. du, du NFP? Je suis. Est-ce que c'est la faute de la France insoumise? Est-ce que c'est la faute des socialistes? On entend les deux arguments. Comment vous voyez les choses? Déjà, moi, je refuse de donner des responsabilités. Enfin, je suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Déjà, je reviens sur le postulat de départ. Est-ce qu'il est mort? Oui et non. En fait, le nouveau Front populaire, c'est l'émanation de quelque chose qui meurt et qui renaît sous une autre forme. Juste avant que le nouveau Front populaire soit créé à l'été 2024, rappelons-nous, on sort d'une séquence extrêmement rude entre les partis politiques de la gauche au moment des élections européennes
où tout le monde disait: «Oh regardez, il y aura jamais plus d'union de la gauche, c'est mort, enfin cette idée d'union est morte, parce qu'ils se sont trop tapés dessus pendant la campagne» et quelques semaines après, les partis s'entendent pour, proposer des candidats communs, aux élections législatives et ils s'entendent pour un projet commun. Donc, pour moi, le NFP sous sa forme strictement NFP, ces 3 lettres, peut être mort, mais la possibilité d'une union de la gauche n'est pas morte, d'une part et d'autre part, quand on fait des sondages auprès de la population qui vote à gauche, il y a un sentiment unioniste, une demande, une attente d'union de la gauche qui est très forte. Et je trouve que on va y revenir, je pense qu'on va parler de l'actualité, mais cette attente d'union, elle s'incarne aussi dans les élections municipales. Aujourd'hui, la ville de Paris est restée à gauche parce qu'il y a eu une union de la gauche, qui n'est pas une union, la plus large possible parce que ça n'a pas été possible, mais une union de la gauche très très large tout de même, qui a travaillé ensemble, qui a proposé des choses, ensemble d'une manière, extrêmement efficace, extrêmement volontariste, extrêmement ambitieuse sur le fond et ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Et ça a répondu aux attentes des Parisiennes et des Parisiens et c'est pour ça qu'on a été, réélus donc ou élus puisque c'est pas sous la même forme. Donc je pense que, l'UNFP comme émanation d'une volonté, de transcendance des partis politiques et de rassemblement des partis politiques de gauche n'est pas mort. Et ensuite, la question de la responsabilité, il y a trop de causes, il y a trop de causes. Mais je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est quand même que l'attente des gens qui votent à gauche, c'est, qu'on réduise, les moments, de tension entre partis, les espèces de mouvements où les uns et les autres se tapent dessus. Ça les intéresse pas, ça les dégoûte plutôt de la politique, à raison à mon avis. Et donc je pense qu'il faut se garder, si on veut maintenir la possibilité d'une union, possible, enfin la possibilité d'une union, existante pour la suite, pour l'avenir, pour 2027 notamment, il faut, réduire, l'étendue de ces soubresauts, quoi. Il faut pas se mettre d'accord sur tout, ça n'existe pas et ce serait même pas, à mon sens, souhaitable. Mais il faut pas non plus aller dans des niveaux de violence et de confrontation qui empêchent, le retour d'une union à l'avenir. Mm, mm. Et je pense qu'on va revenir vers la fin sur cette, comme vous l'avez dit, cette demande d'union qui existe toujours. Mais peut-être pour parler un peu des municipales, vous avez mentionné les municipales. Donc les Français viennent de voter, comme je disais dans l'introduction, vous venez d'être élu, donc maire du 12e arrondissement de Paris. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent, enfin qui nous regardent des États-Unis, bon, la France, c'est un pays très centralisé, très jacobin, où les municipalités ont peut-être moins de compétences, moins de pouvoir que les municipalités aux États-Unis. Donc la question que je voulais vous poser, c'est très concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour la ville de Paris? Euh, Alors, Qu'est-ce que ça change déjà, concrètement pour la ville de Paris? les municipalités, ont peut-être moins de pouvoir, en France qu'aux États-Unis, mais il faut avoir à l'esprit que Paris, c'est une ville comme aucune autre en France, puisqu'elle, cumule les compétences d'une commune, donc d'une ville stricto sensu d'une part, et d'un département d'autre part. Donc c'est une ville, qui a, beaucoup plus de compétences et de pouvoirs que n'importe quelle autre ville en France et les compétences des départements, il faut avoir en tête que c'est des compétences, essentiellement des compétences sociales. Donc c'est très fort et très large. Ça, c'est le premier point et le second point qui fait de Paris une ville, un peu particulière, c'est que c'est une ville capitale. C'est la plus grande ville de France qui rassemble, plusieurs millions, d'habitants et qui est aussi une ville qui attire à elle des gens qui viennent tous les jours, qui n'habitent pas à Paris. Donc c'est une ville qui offre aussi des services, des services publics à des gens qui n'habitent pas, chez elle. Et enfin, c'est une ville qui, à déployer des compétences qui sont hors de ses compétences obligatoires pour des raisons politiques au sens noble, pour venir compenser certaines, défaillances de l'État. Je pense notamment dans le domaine sanitaire. La ville de Paris développe énormément d'instruments pour répondre aux pénuries, de médecins, à la difficulté, que les Français ont à se soigner, en proposant des dispositifs particuliers qui vont bien au-delà de ses compétences obligatoires. Donc ça, c'est les premiers points qu'il faut avoir en tête. Ensuite, en ce qui concerne Paris et le 12e arrondissement, qu'est-ce que ça change que la gauche soit au pouvoir par rapport à ce que pourrait faire, une mairie de droite, à la fois, à l'échelle centrale de Paris et dans un arrondissement? Ça change tout. Ça change tout et c'est ça qui a été notre enjeu à nous, à expliquer aux Parisiennes et aux Parisiens pendant la campagne. C'est tout ce que vous pensez, avoir d'une manière absolument, illimitée, pérenne, dans la ville au quotidien,
c'est-à-dire la place des vélos, le fait qu'on a considérablement renforcé la place des espaces verts dans la ville, le fait qu'on soutient le tissu associatif, le fait qu'on intervient dans le domaine, par exemple, sanitaire, le fait qu'on propose des places en crèche de manière massive aux Parisiennes, aux Parisiens. Tout ça, ça a été fait et ça peut être défait. Et c'était difficile parce que vous savez que Paris est une ville de gauche depuis très longtemps maintenant. Et donc, les gens n'ont pas forcément conscience de ce qui pourrait être enlevé. Ils pensent que ce sont des compétences obligatoires et qui seraient exercées avec une intensité similaire, je dirais, par une majorité de droite. Donc, c'est ça qui a été nécessaire de démontrer pour nous. Et je pense aussi évidemment à la question de la protection des droits des minorités dans un moment de poussée de l'extrême droite partout dans le monde. Et la France, vous l'avez vu avec le résultat des élections municipales, n'est pas du tout exempte de cette tendance. Et ben, il y avait un enjeu aussi de faire en sorte que Paris puisse demeurer une ville bastion, une ville refuge, notamment pour les minorités qui sont opprimées. On l'a vu quand l'extrême droite gagne des villes et des pays partout dans le monde, et y compris à commencer par l'Europe. Hein. C'est les droits des minorités, notamment les minorités LGBTQIA+, qui sont mis en question d'emblée. On l'a vu par exemple avec l'Italie de Meloni, où elle a remis en cause la question des droits des mères lesbiennes qui ont eu des enfants, en rognant sur les droits de la mère qui n'avait pas porté les enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les minorités ethniques aussi sont extrêmement remises en question aux États-Unis. On le voit chaque jour avec les dangers incommensurables qui sont liés notamment aux agissements de ICE et pas seulement. Et voilà, c'est ça qu'il a fallu ce dont il a fallu faire prendre conscience la population parisienne pendant cette, euh, cette campagne, c'est qu'on pouvait perdre ce qu'on avait et qu'on pouvait perdre aussi le sentiment de concorde que l'on peut encore renforcer, évidemment, hein, que l'on connaît à Paris. Donc, je voulais vous poser une question sur les résultats, mais juste rapidement, parce que vous avez parlé des États-Unis. Moi, je me demande, et je pense qu'il y a des Américains peut-être qui sont curieux de savoir, est-ce que vous avez suivi donc, la campagne de Zohran Mamdani à New York, quand on pense, bon, deux grandes villes, euh, Paris, New York, où il y a eu bon, cette l'élection de ce jeune socialiste qui est quand même assez étonnant aux États-Unis, Zohran Mamdani. Est-ce que on peut imaginer, je sais pas, des collaborations, ou est-ce qu'il y a quand même est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe à New York? C'est peut-être comme ça que je formulerai la question. Bah, évidemment, qui n'aurait pas été intéressé par la campagne de Mamdani à New York. Bon, vous avez vu que paradoxalement, elle a aussi attirait des envies de réplique ou d'imitation du côté de l'extrême droite de l'échiquier politique parisien, puisque vous avez vu que Sarah Knafo, qui était la candidate Ouais. Reconquête, qui est un parti d'extrême droite en France, qui a repris intégralement, je dirais, son identité visuelle et artistique, ce qui, moi, m'a beaucoup agacé évidemment, puisqu'elle rejette toutes les idées de Mamdani, mais elle prend les habits, c'est-à-dire la typo de ses affiches, la façon d'organiser sa campagne sur le plan visuel, etc. Donc ça a été une source d'inspiration pour beaucoup. Pour nous, plus sur le fond, et pour Sarah Knafo, plus sur la forme. Sur le fond, moi, je pense que c'est extrêmement intéressant. Moi, ça m'intéresse à 2 titres au moins. Le premier, c'est que Mamdani a fait sa campagne sur des sujets qui sont au cœur de la préoccupation de l'électorat parisien aussi, qui est la question du pouvoir de vivre et du pouvoir d'achat. Affordability en anglais, c'est pas à vous que j'apprends le terme, mais je trouve que c'est hyper important. C'est de dire, nous, on vous comprend et on sort un peu des concepts gazeux, je sais pas, des mobilités douces, tout ça, même si c'est extrêmement important. Mais on va aussi s'intéresser à des choses extrêmement concrètes, qui est comment un Parisien, à la fin du mois, il paye ses factures, il paye son loyer. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé avec Emmanuel Grégoire pour la campagne. Et puis, la deuxième question, je trouve, c'est plus la question de la forme et du rapport du politique au citoyen. Et je trouve que Mamdani, il a réussi un truc très fort, c'était de dire, en fait, enfin, c'est quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est de dire, moi, je suis l'un des vôtres et je suis pas dans une posture de surplomb, et je m'exprime d'une manière extrêmement respectueuse de l'électorat, et voilà, et je donne pas de leçons, et je suis pas une personnalité politique qui donne l'impression de se sentir supérieur aux autres, quoi. Et je trouve que ça, il l'a beaucoup insufflé. Moi, ça me parle beaucoup, je trouve ça vraiment important, et je trouve que c'est un des enjeux. Alors moi, il y a des choses que j'ai pas, c'est-à-dire, moi, je viens pas, je suis pas musulmane, je suis pas enfant de réfugié, voilà. Mais je trouve que lui, il avait ces atouts-là, enfin ces atouts qui sont aussi des difficultés probablement dans sa vie, même si je pense qu'il vient pas d'un milieu particulièrement défavorisé. Mais je trouve que c'était important de pouvoir mettre ça en avant chez lui, et j'ai trouvé que c'était intéressant la campagne qu'il a faite à cet égard. Hmm, hmm.
Donc, on a parlé de Paris, que heureusement la gauche a réussi à conserver. Chez moi aussi à Marseille, la gauche est réélue, j'ai envie de dire heureusement, dans quelques victoires. Mais comment vous voyez de manière générale, quand on regarde la France, enfin, le pays, comment vous analysez ces élections municipales? Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite pour la gauche, un échec, un peu entre les deux? Comment vous voyez de manière générale les résultats? Ouais, c'est entre les 2. Moi, je reste très inquiète puisqu'il y a quand même, il faut pas le gommer du tout, une poussée, de l'extrême droite qui gagne, beaucoup de villes, dont certaines étaient dirigées par la gauche. Donc, je suis très inquiète de ça et donc ça montre qu'une fois encore, la France est aussi menacée par la poussée de l'extrême droite. Il faut vraiment pas du tout le minimiser. Ce que je trouve intéressant, c'est que, il y a eu, vous savez, la loi, PLM, donc Paris, Lyon, Marseille, qui a changé, les règles de scrutin qui, étaient en vigueur dans ces 3 villes de France qui sont les principales villes. Ça montre quand même qu'il faut pas jouer avec, il faut pas manipuler, la loi électorale. Enfin, ça s'est retourné en tout cas, contre, le gouvernement, macroniste qui avait porté cette loi, hein, et y compris contre Rachida Dati qui elle-même était, avait beaucoup poussé pour cette loi. Donc, dans ces 3 villes, la gauche a regagné. Ça, c'est un point, que je trouve très intéressant. Et aussi quelque chose qui m que je un enseignement que je tire et c'est important, c'est de dire, on voit effectivement que ces 3 grandes villes françaises restent à gauche. Et en même temps qu'il y a une poussée de l'extrême droite dans les territoires ruraux ou périurbains et ça fait penser quand même qu'il y a un problème, de la gauche vis-à-vis de ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on pourrait pas si on prétend vouloir, gouverner ce pays, on peut pas, ne parler qu'à l'électorat urbain, qui est en moyenne plutôt plus aisé, même s'il y a des poches de pauvreté, très fortes, dans les grandes villes françaises. On peut pas, créer un fossé entre la population, très urbaine et la population rurale ou périurbaine. Donc ça, je pense que c'est un point qui doit conforter notre attention, à ce sujet-là. Et un autre point que j'observe, c'est aussi, mis à part peut-être Bordeaux, la déliquescence, de l'implantation macroniste, même si elle était déjà faible, hein, mais du camp présidentiel, dans les villes. Et le corollaire de ça, c'est plutôt une remontée d'un clivage droite-gauche plus ancré Hmm. en France, avec quand même, ce que je vois, enfin ce que tout le monde observe, je ne pense pas inventer du tout cette observation, mais une alliance de fait entre le centre droit, jusqu'à l'extrême droite, à quelques exceptions près, pardon, qui m'inquiète beaucoup. Et je pense que ça sera un des grands héritages, du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Il est arrivé en 2017 en disant: «Je serai un rempart à l'extrême droite». En réalité, il est non pas, même pas une digue, il est un tremplin. Il a, Hmm. donné la droite à l'extrême droite avec la complicité, des cadres, du parti qui s'appelle Les Républicains, qui n'a plus grand-chose de républicain à mon sens. Donc ça, c'est un des enseignements aussi qu'il faut tirer, hein, de ces élections. Hmm, hmm. Et que pensez-vous de ces débats qu'on entend maintenant à gauche, où on a, voilà, encore une fois, la France insoumise qui critique le PS qui critique la France insoumise. Tout le monde dit que l'autre, enfin, les socialistes disent que la France insoumise est responsable pour un certain nombre d'échecs et vice-versa. Enfin, moi, je vous dis de mon point de vue, j'ai regardé les résultats donc la soirée électorale. Et tout de suite, sur France 2, je pense qu'il y avait deux représentants de la gauche, député LFI, porte-parole du PS. Et tout de suite, on a les différentes personnalités de gauche qui commencent à se critiquer, enfin, entre eux, Ouais, ouais, alors que le plateau bah, est moi ça composé me ouais. par des élus de droite, d'extrême droite, et tout de suite la gauche se met à se hurler dessus, j'ai envie de dire. Comment vous voyez ces débats, peut-être que je vais un peu loin, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comment vous voyez ces débats qui ont suivi les résultats? Bah, non, je pense pas du tout que vous allez loin, je pense que vous décrivez la réalité et que c'est une réalité qui excède, les gens qui votent à gauche. Enfin, je pense que la très grande majorité des gens qui votent à gauche, ils sont capables de voter à peu près pour n'importe quel parti de gauche successivement en fonction de l'élection concernée et de ce qu'ils perçoivent comme le vote utile ou leur vote d'adhésion du moment et je pense que la plupart des gens qui votent à gauche, ils sont épuisés de ces invectives. Et donc moi, je regarde ça avec beaucoup de désolation parce que je pense que si on veut préparer, l'alternance, une vraie alternance, au projet macroniste qui est un échec, je pense qu'il faut se mettre à travailler, très vite sur le fond et qu'il faut avoir quelque chose à proposer, collectivement et donc c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire quand on observe les gens se taper dessus sur les plateaux télé. Et je pense que par ailleurs, un enseignement de cette élection municipale, tout à l'heure je disais c'est possible de refaire enfin le NFP est mort, ce sera possible de le refaire sous une autre forme.
pense quand même que je mets une petite nuance à ce que je disais moi-même. Je pense quand même qu'un des enseignements de cette élection municipale, c'est que pour faire l'union et que cette union fonctionne électoralement, c'est qu'il faut qu'elle parle aux gens et que pour qu'elle parle aux gens, il faut faire un projet politique de fond qui est extrêmement clair et ambitieux, notamment quand on parle des électeurs de gauche sur le plan social et environnemental, et que cette union doit être préparée depuis longtemps avec un travail entre partenaires qui se respectent, qui travaillent ensemble, qui peuvent avoir des différences, y compris des différences de culture politique, des différences de fond, etc. Mais on voit qu'avec ces élections, en tout cas, c'est vraiment l'enseignement que je tire à Paris, c'est que qu'on ait été pour ou qu'on ait été contre une fusion au deuxième tour, on voit qu'avec la France insoumise, en ce qui concerne la liste d'Emmanuel Grégoire, qui n'était pas une liste exclusivement PS, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que la liste d'Emmanuel Grégoire, c'est une liste extrêmement composite, avec beaucoup de forces politiques différentes de gauche. Si on veut que ça fonctionne, cette union, elle se travaille, elle se prépare, elle se construit sur plusieurs mois. Et essayer de faire une union dans la précipitation la veille du second tour en s'étant tapé dessus pendant 3 mois, ben, c'est compliqué. Et donc je pense que ça, c'est un enseignement qu'il faut qu'on tire et je ne pense pas que c'est un enseignement qu'on ne tire que de Paris, hein. Je pense que ça se tire partout en France. Il y a évidemment des exceptions, mais voilà, je pense que l'union, ça se travaille, ça se construit et qu'elle a besoin de crédibilité aussi vis-à-vis des électeurs. Hmm, hmm. Non, parce que ben, vous avez parlé des électeurs de gauche, mais je pense aussi à l'image que ça renvoie aux gens qu'il faut convaincre. Si je ne suis pas de gauche et je regarde différents partis de gauche qui se tapent dessus pendant enfin, toute la campagne électorale, enfin, est-ce que j'ai envie de voter à gauche à ce moment-là? Je pense que la réponse est non, en fait. En fait, je pense même Malheureusement, que pour c'est beaucoup. est-ce que j'ai envie de voter tout court? Parce que je pense pas que ces gens, ils se déportent vers la droite. Mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir confiance dans le fait que les gens qui se présentent pour être leurs représentants à gauche, ils ont un ennemi et un ennemi commun, c'est la droite et l'extrême droite. Et qu'ils ont un projet aussi de fond à porter. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour créer aussi de la confiance entre les gens et les partis et les gens et les représentants politiques. Moi, je pense qu'aussi, par ailleurs, c'est important de ne pas avoir que des gens qui viennent des partis. Et je dis pas ça que parce que j'ai pas ma carte dans un parti, mais je pense aussi que c'est important qu'il y ait voilà, de l'épaisseur politique dans les listes et qu'on arrive à avoir davantage de représentativité. Hmm, hmm. Et donc vous croyez, comme vous l'avez dit, toujours, vous croyez toujours dans l'union, et notamment en vue de 2027. Bon, beaucoup de personnes vont expliquer que ça a l'air extrêmement fragile, extrêmement compliqué. D'un côté, on a Jean-Luc Mélenchon qui va sans doute, enfin, qui a envie d'être candidat. De l'autre côté, on a Raphaël Glucksmann qui a envie d'être candidat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs vont dire, ça a l'air quand même très compliqué l'idée d'avoir une candidature commune à gauche. Peut-être vous pourriez m'expliquer, nous expliquer pourquoi vous croyez toujours que c'est possible d'avoir une candidature commune à gauche. En fait, je pense pas seulement que c'est possible, je pense surtout que c'est nécessaire. On a vu que aux élections, législatives de 2024, donc les élections législatives qui, ont succédé à la dissolution, décidée arbitrairement et de manière solitaire par le président de la République. On a fait environ 38 tout mouillé, c'est-à-dire, pardon pour l'expression française, on a fait 38 en mettant toutes nos forces politiques ensemble. 38 on l'a vu aussi et je l'ai appris, enfin je l'ai constaté, durement, moi-même personnellement qu'avec 38 on n'a pas une majorité absolue et donc c'est pas possible de gouverner la France avec, 38 de des voix et donc ce qu'il faut, c'est de se dire qu'il faut maximiser nos chances de passer le seuil du premier tour. Alors effectivement, il pourrait y avoir d'autres configurations dans lesquelles on arrive, à passer la barre du premier tour et on se rassemble au second tour, mais globalement, mathématiquement, c'est quand même plus simple de se garantir de passer la barre du premier tour lorsqu'on est ensemble et donc moi je pense que c'est pour ça qu'il faut une offre commune et je crois par ailleurs, je l'ai déjà dit, que les Français de gauche ils ont pas envie d'être mis dans une position où ils doivent choisir entre, en gros, Raphaël Glucksmann ou François Hollande d'une part et la France insoumise d'autre part. Je pense qu'il existe un espace politique entre ces 2 pôles-là, que c'est cet espace politique qui est le plus représentatif de la pensée moyenne de l'électeur de gauche, qui a envie, d'un projet ambitieux sur le plan social et environnemental, donc avec des vraies ruptures par rapport au programme qui est déroulé depuis des années maintenant par, Emmanuel Macron et ses alliés qui nous met dans le mur, notamment sur le plan environnemental et social, qui a pas envie enfin, qui a envie d'un programme vraiment, ambitieux, mais qui est pas un programme
isolationniste, c'est-à-dire un programme où, enfin, un projet qui est porté que par une toute petite frange de la vie politique française qui refuse l'alliance avec les autres. Et on dit souvent les insoumis ne veulent pas s'allier. Oui, c'est vrai, ils veulent pas s'allier. Moi, ils me l'ont dit aussi quand j'ai fait cette proposition de relancer une démarche collective il y a quelques mois. Mais l'autre côté, c'est-à-dire le côté Glucksmann-Hollande, il n'a pas envie non plus de s'allier. Il propose pas une démarche commune. Et moi, je pense que c'est important de proposer une démarche commune qui ne veut pas dire gommer ses différences, qui ne veut pas dire faire un seul parti, mais qui, qui conduit quand même au constat, enfin qui est basé pardon, plutôt sur le constat que si on veut élargir notre socle, il faut parler largement et il faut travailler sur le fond. Et si je peux, quand même très concrètement, d'un point de vue stratégique, comment vous allez mettre en place, enfin, ce sera quoi la suite? Je sais qu'il y a une primaire qui aura lieu cet automne. Après, l'idée, c'est que ce candidat ou candidate devient un peu le principal candidat ou candidate de gauche et que les autres peut-être se retirent ou peut-être là c'est un peu trop on entre un peu dans la spéculation, mais si je peux quand même juste poser une question un peu plus enfin, stratégique. Est-ce que c'est un peu ça la stratégie? Ou comment, ou là on Oui, le rentre un peu trop raisonnement, dans les... non, non, mais on peut en parler. Le raisonnement, c'était de dire, on va créer cet espace politique entre les 2 pôles, qui sont, d'une part, représentés plutôt par Jean-Luc Mélenchon et d'autre part, plutôt représentés par Raphaël Glucksmann. Créer cet espace politique pour venir élargir le socle, de la gauche qui pourra, ensuite, présenter une candidate ou un candidat, à la présidentielle. Et l'idée, c'était qu'effectivement, cette dynamique, grandisse, grossisse et invite, notamment par la pression populaire qu'on peut créer, invite, les personnes qui, pour l'instant, ont plutôt décidé de partir seules, à rejoindre cette dynamique-là. Pour l'instant, il faut dire que la dynamique ne prend pas, enfin, en tout cas, elle n'a pas encore pris. Bon, je pense que c'est aussi lié au calendrier et que là, le fait que désormais, puisqu'on est au lendemain des élections municipales, la prochaine échéance électorale, c'est celle de la présidentielle, on a une occasion de relancer, ce mouvement-là. En tout cas, ce que les études d'opinion montrent plutôt, c'est que, encore une fois, les électeurs de gauche, ils sont favorables à une union et favorables à une offre politique élargie et pas une offre politique qui soustrait les tendances à gauche, quoi. Hum, hum. Et donc vous avez parlé de socle électoral, qui est une question absolument essentielle, que la gauche aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, est minoritaire en France. Je pense que vous êtes d'accord, qu'il faut absolument élargir. Je Et ouais, je donc, pense qu'elle est non? minoritaire électoralement. Oui, c'est Pardon, ça que je voulais je me dire, oui. permets je me permets de vous interrompre. Ouais, je pense qu'elle est minoritaire Allez-y. électoralement, mais je pense qu'elle est majoritaire, intellectuellement et politiquement. Enfin, je pense que, une très grande majorité de la population française aurait intérêt à ce que la gauche gouverne. Pour peu qu'elle gouverne, en s'appuyant, sur les principes qu'elle aura mis en avant pendant la campagne, c'est-à-dire, une répartition des richesses, beaucoup plus juste, une vraie préparation, au changement climatique et une vraie, stratégie, concertée, et à dérouler, de lutte contre le changement climatique. Tout ça, la France, et les Français en ont besoin et aujourd'hui, le contrefactuel, enfin la situation actuelle, c'est, un gouvernement qui fonctionne, depuis maintenant des décennies, dans une vision court-termiste. Par exemple, on est en train enfin, faut avoir en tête qu'on est en train de réduire c'est un exemple parmi plein d'autres, hein, on est en train de réduire, les financements de l'éducation, supérieure et de l'éducation tout court, alors qu'on sait pertinemment que c'est un investissement dans l'avenir. Ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire et je pense qu'il y a personne, qui, notamment dans les économistes de l'éducation, qui pourrait dire que c'est une bonne stratégie économique sur le long terme. Au-delà du fait qu'en plus c'est Hmm. injuste parce que ça favorise que les gens qui ont les moyens privés, de financer l'éducation de leurs enfants. Économiquement, c'est absurde. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est s'assurer on est capable, nous, à gauche, de proposer une véritable, alternative de fond, une véritable alternative de politique publique à ce qui est proposé aujourd'hui, à ce qui est mis en place aujourd'hui et ça, je pense que c'est ça le cœur de la discussion qu'on devrait avoir pour 2027. Hmm, hmm. Et là, rapidement, je pense qu'on a le temps, juste quelques minutes en plus, mais je voulais poser une question sur... là, vous avez parlé un peu des grands sujets, des enjeux, mais je voulais poser une question un peu plus stratégique sur le temps. Enfin, comment présenter les choses. Parce que ça, c'est un débat aussi qu'on entend. Il y a certains qui disent, en fait, il faut mettre l'accent sur la radicalité. Ne pas avoir peur de ce mot radical. Il y a d'autres qui disent, non, en fait, il faut plutôt ne pas utiliser ce mot, justement, qu'il faut plutôt être capable de rassurer les gens. Qu'aujourd'hui, en France, les gens ont besoin, ont envie d'être rassurés d'une gauche qui est responsable, qui rassure les gens.
Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a peut-être un synthèse à faire entre les deux? À la fois assumer un peu de radicalité et en Bah, même temps rassurer ou comment vous voyez ça? bah, là-dessus, je pense qu'il faut une approche dialectique. Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est la radicalité qui est compétente et c'est la radicalité qui est rassurante. En fait, aujourd'hui, mais je reviens aussi à la question de quelle est la politique qui est menée depuis des décennies, en particulier depuis l'élection du président Macron. C'est une politique qui se conforte dans le statu quo, dans la préservation du statu quo et dans l'atténuation à minima, vraiment à minima, des méfaits du capitalisme. Et donc, je pense qu'on peut constater collectivement que, cette politique ne nous permet pas, notamment, de préparer sérieusement les défis auxquels la France et l'Europe et le monde, sont confrontés depuis des décennies, en particulier la question du changement climatique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la politique actuelle qui est déraisonnable et qui est dangereuse et qui ne nous permet pas de projeter, la France, à travers, les décennies à venir. Enfin, concrètement, on n'est pas du tout en train de se préparer, au défi immense que va être, par exemple, la raréfaction des ressources hydriques. Mais c'est un exemple, où la raréfaction, des énergies, et notamment des énergies fossiles qui sont par ailleurs extrêmement polluantes. Tout ça, on n'est pas en train de le préparer. On n'est pas en train de préparer, les mutations massives qu'il va y avoir sur le marché du travail. Tout ça, c'est pour dire que en fait, la déraison et ce qui n'est pas rassurant, c'est la politique qui est en train d'être menée actuellement. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Hmm. être radical, mais on peut trouver un autre terme, être radical, c'est ce qui devrait être rassurant. C'est ce qui devrait nous permettre de nous projeter. Par exemple, de dire, en fait, on se rend compte qu'il y a extrêmement, enfin, des défis très majeurs auxquels nous sommes collectivement confrontés, qui ne pourront pas trouver une réponse enfin, dans le champ marchand. Et donc, la marchandisation, globalement, le principe d'une marchandisation de beaucoup, beaucoup de choses n'est pas une réponse, collectivement satisfaisante pour beaucoup de secteurs. Je pense notamment au secteur de la dépendance, de la gestion de la dépendance des êtres humains, qui vont devenir de plus en plus dépendants du fait des évolutions démographiques. Mais il y a plein d'autres, sujets de marchandisation. Et donc il faudrait penser un système économique, un système socio-économique avec, des points de radicalité, enfin des qui est radicalement différent, pour nous permettre de répondre, aux besoins, collectifs auxquels on fait face aujourd'hui et demain. Et donc, Hmm. je pense que Hmm. là où en revanche vous avez raison, je pense qu'aujourd'hui le terme radical n'est pas rassurant, mais c'est une bataille d'ordre, plutôt culturel qu'il faudrait mener à cet égard, je pense. Parce qu'au fond, Ouais. moi, quelqu'un qui me rassure, c'est quelqu'un qui me dit: «Bah, oui, on constate qu'on est en train d'aller dans le mur, qu'on va dans le mur, l'iceberg se rapproche et on fait rien pour dévier du cap». Et donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne qui va m'expliquer comment on va adapter notre société aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et on sait que les solutions proposées par Emmanuel Macron et les gens qui ont le même logiciel idéologique ne sont pas les bonnes. Et donc, voilà, moi je j'ai pas de mal à employer le terme radical. J'entends qu'il peut faire un peu peur, mais en réalité, moi, ce qui me fait peur, c'est l'incapacité à se remettre en question, quoi. Hmm. Hmm. Très bien. Peut-être une dernière petite question avant de terminer. Comme c'est un podcast, une émission où on va parler avec d'autres politiciens et politiciennes à l'international. Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration pour vous en dehors? On a parlé rapidement de Mamdani. Est-ce que quand vous regardez un peu le paysage politique international, est-ce qu'il y a d'autres modèles, d'autres partis, des figures où vous vous dites, voilà, c'est une bonne source d'inspiration pour vous? Ouais, Mamdani, évidemment, dans le fait qu'il a su, convaincre, en allant vraiment, mettre en avant les difficultés concrètes de la vie quotidienne des gens et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux moins insister en tant qu'élu local. Sur un plan plus national, évidemment, ce qui se passe je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, de montrer qu'on peut avoir des mesures, sociales, ambitieuses, et aussi un rapport, à la question migratoire qui est un rapport, qui n'est pas aspiré par, une présentation, transformée par l'extrême droite. Aujourd'hui, on a un gouvernement espagnol qui régularise massivement des sans-papiers, on a un gouvernement espagnol qui augmente massivement le salaire minimum et qui pour autant, conduit une politique économique qui est jugée par les observateurs, comme crédible et efficace. Et donc ça, je trouve que c'est une source d'inspiration importante, et ça me réjouit que ce contre-exemple-là par rapport à une dérive, je dirais droitière, des politiques, économiques et migratoires, qu'il existe ce contrepoint-là,
à notre frontière, à nous les Français. Ça me rassure beaucoup. Je regarde aussi ce qui se passe au Mexique, je regarde ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, avec l'ancienne première ministre qui avait démissionné en disant, «Je considère, que j'ai fait le mieux que je pouvais faire». Ça, je trouve, c'est aussi vraiment hyper important de redonner confiance dans la politique et dans les gens qui représentent. Et donc, quand Jacinda Ardern a dit, «Moi, je démissionne, parce que je considère que je suis arrivée au maximum de ce que je pouvais faire», j'ai trouvé que c'était, non seulement un exemple intéressant en tant qu'humaine, enfin, voilà. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi de dire, moi, j'ai 2 jeunes enfants, je considère que ça doit pouvoir être conciliable avec une vie politique. Et on note bien que je ne choisis pas le terme de carrière politique parce que je pense que c'est pas une carrière. Je trouve que par ailleurs, au-delà de l'exemple individuel, c'est un exemple qui devrait donner une image meilleure de la politique et redonner confiance et redonner envie aux gens de s'investir en politique, y compris personnellement. Je pense que c'est fondamental et c'est un combat aussi que je voudrais mener dans le 12e arrondissement à Paris. C'est que toutes les petites filles et tous les petits garçons qui n'ont pas eu des parents ou des cousins ou des oncles et des tantes qui ont un jour eu des mandats politiques se disent: «Mais moi aussi, je suis concerné. Moi aussi, c'est pas parce que j'ai grandi dans un logement social, et que je viens d'un milieu défavorisé que je ne peux pas représenter les autres». Au contraire, en fait, puisque, en France, il y a plus de gens qui viennent de milieux sociaux, pas favorisés que très favorisés. Et donc je trouve que voilà, c'est un exemple de de posture que je trouve, vraiment intéressant et qui devrait inspirer, beaucoup de monde. Hmm. Super, je pense que c'est un très bon point pour terminer cette interview. Je sais en plus que vous êtes très occupé. Merci beaucoup, Lucie Casset, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Thanks for tuning in. What Do We Want is produced by Troy Miller and We Act Radio. Don't forget to like and subscribe on whatever platform you're getting this on. We'll see you next time.